Salut à tous et bonne année 2022. L'équipe du podcast Dunk Hebdo vous souhaite une excellente année, de la réussite dans vos projets, de la santé pour vos proches et vous-même et surtout beaucoup de bonheur. Aujourd'hui, en lien avec la nouvelle année 2022, on va parler vœux. On a sélectionné quelques vœux pour cette nouvelle année en NBA et on va en discuter ensemble. Tour à tour, on va mettre en avant un vœu. Ça peut être pour un joueur, pour une équipe, voire pour la ligue. Alors d'abord, pour m'accompagner, deux hommes. Le premier, il sort tout juste d'une séance de Matrix Resurrection. Alors, c'était comment, Madiane? Et puis, salut. Eh ben, salut, bonne année à tous. Je suis sorti du film en disant pourquoi pas. Ah, c'est beau. C'est une petite... Ah une petite... Une critique sans spoiler, ça c'est très bien, c'est très YouTube. Et puis Tom, cinématographiquement, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer après Matrix? Non. Très difficile d'aller au cinéma avec un enfant en bas âge. Ah. Ok, donc on est plutôt sur Lilo et Stitch en ce moment ou quelque chose comme ça. Spirit, petit dessin animé avec des chevaux. Ah d'accord. Si on veut continuer ce triptyque cinématographique, moi les gars, je me suis enfin regardé Le Parrain. Bref, je vais éviter d'étaler ma méconnaissance cinématographique, mais voilà. Il faut commencer par le... C'est comme regarder un match NBA des années 90, tu dis que c'est surcoté. Ah, je n'irai pas jusque-là, Madiane. Mais ceux qui... Ça fera épingler par Constant. Enfin bref. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, @DunkHebdo, vous inquiétez pas, on parlera pas cinéma, on n'est pas doué pour ça. Sur Apple Podcast, sur Spotify où on a les notes maintenant, et vous avez été beaucoup à nous mettre 5 étoiles, donc merci, n'hésitez pas à le faire. Et puis sur YouTube, où vous êtes de plus en plus à nous suivre, donc ça nous fait très plaisir. On marque une petite pause, et puis c'est parti pour nos vœux. Et allez, je vous grille la priorité, c'est moi qui va commencer. Alors mon premier vœu, Madiane et Tom, pour cette année 2022, on va faire dans le clivant dès le début, d'où la préparation. Je souhaite que la NBA réfléchisse à la mise en place d'un tournoi de mi-saison. Alors je sais que parler d'un tournoi de mi-saison, c'est un petit peu l'antéchrist pour tous les fans NBA. Pendant longtemps, j'étais avec vous, j'étais dans votre camp. Pour moi, c'était une ineptie totale d'avoir ce genre de réflexion. Et puis, j'ai commencé à changer d'avis petit à petit. J'ai l'impression que la formule actuelle, elle s'essouffle. Dans une NBA, comme on le dit, avec une partie des équipes qui jouent le titre, une partie des équipes qui jouent le futur et qui donc visent la draft, j'ai l'impression qu'on se trouve avec une partie des équipes qui préparent l'osmose collective pour mars, avril, mai, et une autre qui en fait fait jouer les jeunes joueurs sans trop de résultats collectifs, et en cela les équipes moyennes entre deux se réduisent, et l'intérêt des matchs de saison régulière jusqu'à le All-Star Break et après le All-Star Break est réduit vraiment profondément. On a trouvé des petites solutions, notamment le play-in pour la fin de la saison régulière, et je trouve que le play-in à ce niveau-là a fait le job, mais je peux comprendre ce que veut dire Adam Silver dans cette volonté de créer des moments. Et c'est vrai qu'entre le début de la saison NBA à 3e semaine d'octobre et le février, je trouve qu'on s'ennuie. Et je trouve que ce qui se passe actuellement, ça a un peu servi d'accélérateur de particules avec les blessures, le Covid. On voit qu'on a parfois des matchs sans trop d'intérêt sportif. Alors, est-ce que la formule proposée par Adam Silver, ce qui a été dit avec Wojnarowski, est la meilleure? Je ne sais pas, mais je trouve que l'idée d'un tournoi de mi-saison, je suis de plus en plus sensible à celle-ci. Madiane, Tom, allez, détruisez-moi cette idée, vous avez 10 minutes. Allez Tom, je te laisse commencer. Non, enfin, je comprends ce que tu insinues dans le côté un peu chiant en ce moment entre guillemets de la saison régulière, puisque avec notamment toutes les perturbations liées au Covid, t'as des équipes, t'as le nom des franchises, mais au final t'as pas vraiment des équipes qui jouent, puisque c'est plus du rafistolage. Et comme tu le dis, la binarisation entre guillemets de la NBA enlève un peu de l'enjeu au milieu, et du moins t'as très peu entre guillemets de narrative entre guillemets à suivre pour chacune des équipes qui jouent pas soit l'un soit l'autre. Sauf que même si tu peux entre guillemets, il y a un peu d'allant avec la course au play-in, mais c'est vrai que ça. Par exemple, là, on arrive peut-être à un creux jusqu'au All-Star Game, voire même la trade deadline. Et après, à partir de la trade deadline, il y aura peut-être plus de entre guillemets de choses qui seront fixées dans le marbre, et on pourra vraiment parler uniquement basket. Puisque aujourd'hui, la NBA, c'est plus, il
il y a beaucoup de basket, mais il y a beaucoup le côté narratif, et cette partie narrative est un peu perdue en fait dans l'ensemble de la saison à cause de la binarisation entre guillemets de l'NBA. Moi, enfin, la raison pour laquelle je suis contre le play-in, c'est que je trouve que ça fera un peu comme la Coupe de la Ligue, quoi. Ça fera... Non, mais en vrai, non, mais c'est vrai, je trouve un peu que ça fera comme la Coupe de la Ligue, c'est-à-dire, même si tu essaies de donner de l'enjeu, de dynamiser le truc, je suis pas persuadé que les équipes qui participeraient à ce tournoi donneront vraiment le meilleur d'elles-mêmes, en vrai. On parle tous du fait qu'il y a trop de matchs, que même à suivre, il y a trop de matchs parfois. Donc tu peux pas entre guillemets tout suivre. Rajouter un tournoi, ok, tu vas rajouter du résultat, mais les équipes qui vont jouer ces matchs-là, bah au final, t'apprendras pas grand-chose. Il y a de fortes chances que si les équipes jouent comme elles doivent jouer, ce sera la même équipe, on retrouvera les mêmes équipes par exemple en play-off et les mêmes équipes du coup en finale de ce tournoi-là. Et au final, les équipes qui sont au milieu, elles vont quand même passer à la trappe. Hein, parce que elles ont pas forcément le niveau. Et puis la dernière chose, il faut pas oublier l'aspect développement, et du coup en rajoutant de l'enjeu, on va le voir par exemple comme les équipes de Thibodeau, hein. À force quand tu coaches pour gagner tous les matchs, ben tu es peut-être tu prévois pas assez pour le futur. Et du coup, tu cherches pas à développer des choses, tu cherches pas à tester des choses qui pourraient te faire gagner des choses en playoff. Et en fait, en ajoutant ce tournoi-là, t'enlèves une partie de la partie de laboratoire en fait de la saison régulière. Madiane, je vais répondre à Tom, mais je dirais juste que je pense que je sais pas si la formule proposée est la bonne, mais c'est vraiment la philosophie du tournoi auquel j'adhère maintenant. Okay. Et toi, Madiane? Alors justement, moi je pense que dans ce qui est proposé, dans ce qui semble être proposé, je ne suis pas d'accord fondamentalement, parce que effectivement la Coupe de la Ligue, il y avait déjà une place en Coupe d'Europe. Là, il y a même pas ça. Il y a même pas un ticket visiblement de ce qu'on raconte, c'est que de l'argent. Et ça, à mon avis, ça pose. Ouais, si tu veux, si Adam Silver nous écoute, il peut me donner le million. Mais au-delà de ça, c'est un top 8 de ce que je comprends. Et donc, un top 8, enfin, c'est pas intéressant parce qu'à la limite, ce que j'allais dire, c'est que l'un des angles qui pourrait m'intéresser, c'est d'avoir des équipes, avec des leaders jeunes qui puissent se tester sur un format élimination un peu couperé. Et là, je trouve qu'il y aurait de l'intérêt. Parce que souvent, il y a des joueurs qu'on voit pas en play-off parce que, leur équipe a pas le niveau et on pourrait se dire, ouais, mais qu'est-ce que ça donnerait dans un match vraiment où faut se tabasser pour aller choper un truc? Et en fait, là, j'aurais de l'intérêt. Après, je suis un nerd de NBA, du coup, je suis pas représentatif du public de base, qui a peut-être plus envie de voir des beaux matchs avec les superstars. Mais moi, c'est ce qui m'intéresserait. Et, avec que de l'argent, je suis pas sûr qu'il y aura énormément de choses belles qui vont se développer. Une bague symbolique, vu qu'il n'y a pas l'historique avec, est-ce que les gros stars vont vraiment se défoncer pour aller la choper? J'en suis pas certain. Mais moi, j'avais failli mettre un autre vœu avant que tu mettes celui-là. Donc, on était plus ou moins sur la même ligne, Ben. Moi, je voulais que cette saison serve à Adam Silver pour continuer à penser des choses. Parce que avec le Covid, cette saison est difficile. Et typiquement, je regarde le calendrier du soir, je vois les matchs et je fais « Oh non, j'ai pas envie ». Et le fait que même moi j'arrive à ce genre d'extrémité où il y a des matchs, j'ai pas envie d'aller voir ça parce que ça ne m'intéresse pas, je trouve que c'est un gros signal inquiétant et je pense que le Covid a peut-être mis la lumière sur un truc, sur le fait que c'est long, c'est chiant, 82 matchs c'est beaucoup, etc. Et on voit bien que le calendrier n'est pas adapté au contexte sanitaire au vu de tout le bordel qu'on a en ce moment. Voilà, c'est l'occasion de penser des choses. Peut-être que le tournoi de mi-saison n'est pas la bonne chose, mais moi je veux quelque chose qui apporterait quelque chose d'autre que des playoffs sans saveur avant, avec pas grand chose d'intéressant à choper. Peut-être quelque chose avec des équipes où ce serait pas le top 8, mais peut-être un tournoi entre équipes du bottom, ça pourrait peut-être apporter plus de choses. Est-ce qu'on est, si on essaie de se mettre d'accord entre nous, je dirais juste un point, je vois beaucoup passer l'argument sur la proposition actuelle du $1 million comme pas convaincant. Ça, je suis moyennement d'accord, parce que deux choses. On dit souvent, pour les superstars, c'est pas beaucoup. Alors d'abord, j'aime bien répéter ça, pour des millionnaires, on m'a toujours appris que 1 million, c'est quelque chose. Alors pour nous, sachant qu'on réfléchit pas dans ces stratosphères, mais pour eux, c'est 1 million. Et puis il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de joueurs de bout de banc pour qui c'est important. Et ces mêmes joueurs de bout de banc là,
les superstars, elles en ont besoin en fait dans la saison. Donc en fait, d'un point de vue dynamique de groupe, si tu vois ta superstar vraiment pas intéressée par un tournoi là, ça peut avoir des mauvaises conséquences. Je referme la parenthèse. Est-ce qu'on est tous par contre d'accord pour dire qu'il faut réussir à remettre de l'enjeu dans ces mois de fin décembre, en gros, hein, allez, à la serpe entre début décembre et fin février. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose? En fait, ce qu'on aurait besoin, c'est que la saison commence le 25 décembre. C'est ça dont on aurait besoin en vrai. Pour moi, c'est ça c'est peut-être ça le cœur du problème. Hein. Faudrait que la saison commence un petit peu plus tard, qu'il y ait moins de matchs. Et du coup, après, bon, ça, on rentre après sur une autre problématique. On en avait déjà parlé dans un précédent podcast, la problématique du coup du nombre de matchs, pourquoi faut les bouger, pourquoi ça va pas bouger par rapport à Silver et tout ça. Mais c'est plus ça la problématique, puisque globalement, tu peux aujourd'hui la façon dont les calendriers sont faits, tu peux difficilement changer les choses. Tu peux vraiment difficilement changer les choses. Après, c'est vrai que ça manque peut-être de produits supplémentaires à vendre aux diffuseurs. Comme par exemple l'idée de Madiane, elle est peut-être intéressante. C'est-à-dire, par exemple, les équipes qui entre guillemets n'auraient aucune chance, plutôt mettre ces équipes-là en valeur, parce que ces équipes-là, on va plus en parler pour du tanking ou du repos forcé, des mises au repos de joueurs. Mais en même temps, si tu veux vendre un produit, tu vas pas vouloir mettre ces équipes-là en avant parce que c'est pas entre guillemets, c'est pas le meilleur basket que tu vas pouvoir proposer en fait. Donc c'est vrai qu'il y a toute une difficulté par rapport à ça. Et puis simplement pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Ben, ton argument tout à l'heure sur le fait des stars qui se défonceraient par exemple pour des joueurs qui ont un plus petit salaire, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui peut vraiment rentrer en compte. C'est vraiment un truc qui peut rentrer en compte dans le côté dynamique de groupe. Exactement. Mais du coup, si on parle un peu de cette volonté on essaierait, Madiane, de rendre plus compétitif quoi, en fait? Parce qu'on peut se dire, d'un côté, on a, les playoffs, le play-in. Donc, en fait, ça nous laisse quoi? Ça va nous laisser peut-être 5-6 équipes qui ont des vraies ambitions, qui ont raté le play-in, mais qui sont pas non plus dans un sketch de reconstruction, en tout cas, qui sont pas non plus dans une dynamique de pure reconstruction. Alors, est-ce que c'est ça qu'on essaierait de faire? Parce que si on pense à ça aussitôt dans la saison, ça peut être difficile de les identifier. En fait, moi, la façon dont je le vois, mais comme dit, je n'ai pas la réponse à la formule, donc c'est compliqué. Si je l'avais, je l'enverrais tout de suite à la NBA. Mais en fait, moi, ce que je chercherais à faire, c'est peut-être être plus incitatif à relever le niveau de compétition globale à tout instant. Et il y a des équipes qui ne cherchent pas à relever le niveau de compétition globale et elles en tirent un avantage. Et peut-être que cet avantage pose problème, va finir par poser problème, parce qu'on se retrouve avec des matchs, c'est des gags, c'est même pas des matchs. Il y a des gags absolus qu'on a vus cette saison, et je pense que si on veut voir des choses intéressantes, c'est voilà un Karl Anthony Towns dans un match couperé. Ben, ça donne envie d'être vu en fait. C'est pas non plus une superstar, mais ça donne envie d'être vu. Et donc peut-être essayer de pousser ces équipes un peu middle dans un format où elles pourraient essayer de tirer un avantage qui ferait que leur bonne conduite en matière de compétitivité sportive serait récompensée par quelque chose que les autres équipes qui ne cherchent pas la compétitivité sportive leur volent entre guillemets. Mais c'est compliqué parce que du coup ce serait sur la mi-saison. Exactement. Et j'ai pas trouvé de format qui permettrait de réconcilier ces deux mondes, parce qu'en fait ça pourrait marcher sur une fin de saison, mais c'est pas là où je cherche un temps fort pour la NBA, et c'est pour ça que je trouve qu'il n'y a pas encore de bonne idée enfin en tout cas en réfléchissant au sujet, j'ai pas de bonne idée encore là-dessus, mais j'ai une intention plutôt vers ça, mais je vois bien le problème, c'est que théoriquement non, si tu veux faire un tournoi de mi-saison, faut les meilleures équipes, et c'est pas ça, donc c'est très compliqué à déterminer. D'ailleurs, on va peut-être clore ce débat-là, mais en plus, on parle d'un tournoi de mi-saison, mais d'après la proposition qui a fuité via Adrian Wojnarowski d'ESPN, on parle d'un timing avant les matchs de Noël de décembre. Donc on n'est pas à la mi-saison là, on est au bout de on est vraiment au début, 25 matchs. Et je comprends en fait l'idée, parce que ça a été dit par d'autres journalistes qu'il y a peut-être la volonté de vendre ce package là à Amazon, etc. pour en faire des droits exclusifs. Et tu comprends qu'en fait,
on le fait souvent ce raccourci-là avec les autres sports américains. Ils veulent pas aller en janvier parce qu'il y a le football américain, les playoffs et les Super Bowls qui arrivent. Donc, tu t'obliges à faire ça avant, alors que, on va peut-être conclure là-dessus, mais nous, en tant que podcasteurs, on le sait, l'intérêt des gens, c'est actuellement qu'il est au plus bas. C'est-à-dire, nous, maintenant, on a 5 ans de données, on sait, enfin, bientôt 6 ans même, les périodes où il y a le moins d'écoute sur les formats basket, et ça, je pense que les autres podcasteurs peuvent le dire, c'est décembre, janvier, février, un peu mars. C'est vraiment la période plate. Même l'intersaison morne pleine, il y a plus d'écoute. Donc, c'est peut-être, ça prouve que c'est un vrai problème, mais que les solutions manquent peut-être. Je te laisserai le mot de la fin, Tom. Ouais. Après, il y a aussi le côté très spéculatif en fait de la NBA, puisque là, ce sont des périodes où il y a très peu de spéculatifs. Là, tu dois entre guillemets valider toutes les spéculations que tu avais fait. Enfin, t'as la validation de certaines spéculations que tu avais faites en début de saison, ou du moins avant le début de la saison. Donc, tu observes les équipes, tu vois. Je pense que vraiment le creux, c'est quand tu arrives à la mi-saison où tu fais entre guillemets le bilan. Et tu te rends compte que il te reste quasiment une autre mi-saison à jouer, mais il y a pas forcément d'enjeu. À part s'il y a des seedings, il y a des places, après il y a certaines personnes qui vont surveiller tout ce qui est tiebreaker et tout ça, mais là on n'est pas dans le entre guillemets le casual de la NBA, donc tu vas surveiller le tiebreaker et tout ça. Et puis je pense qu'il y a aussi le côté, je pense que cette année il y a vraiment le côté manque de grosses affiches à cause des blessures. Et ça, je pense que ça joue vraiment pas mal là-dessus. Vraiment pas mal. Je vais terminer là-dessus, mais c'est vrai que c'était un des derniers points que j'avais mis. Il y a combien d'affiches de saison régulière cette année qui vous ont vraiment, que vous attendiez avec impatience? Il y en a eu très peu, moi, je trouve. Enfin, il y a eu la double confrontation Warriors-Suns qui était très attendue. Ouais. Les deux équipes étaient en forme. Mais ensuite, les matchs de Noël, on va être honnête, c'est une des fournées de matchs de Noël les plus décevantes qu'on ait eues sur ces dernières années, enfin de très loin. Le MLK... ouais. Le MLKD, je l'attends pas. Hein. D'habitude, je me dis toujours ce jour-là, je me libère, j'enchaîne les matchs, etc. Là, j'ai rien programmé alors que ça arrive. Donc c'est aussi un signe du temps. Hein. C'est que tu sais que t'auras pas forcément pour ton temps en fait. C'est même pas pour ton argent, c'est pour ton temps de visionnage. Le temps de cerveau disponible. Exactement. Ce sera pas forcément génial et du coup, ça te dissuade. Comme on l'a dit. Mais c'est l'impact Covid, hein, on va pas se mentir. Ça a vraiment ruiné beaucoup de matchs cette saison. C'est ça, c'est l'impact Covid. Et puis, comme je l'ai déjà dit, on a beaucoup fait de sujets là-dessus. On invite les auditeurs, on vous mettra les liens, mais c'est aussi la question que la NBA se bat pas uniquement contre les autres ligues, mais contre d'autres types de divertissement. Et ben voilà, donc, vous voyez, on devient blasé. On devient des vieux blasés. On en a marre de la saison régulière. Ramenez-nous les playoffs. C'est parce qu'on parle trop du DH20, ça. On veut trop voir les superstars, c'est pour ça. Tom, je te laisse enchaîner avec ton vœu à toi. Alors, quel est ton vœu? On avait beaucoup de vœux, on a laissé choisir quel est le tien. Du coup, c'est un souhait qui va une équipe en particulier. Il s'agit des Sacramento Kings. Moi, je souhaiterais que les Sacramento Kings aient une direction claire pour cette année 2022. Mais en fait, les Kings, c'est paradoxalement l'équipe type pour laquelle le play-in a été créé. C'est-à-dire que en gros, tu es dans le bas du ventre mou. Et en fait, on espère on te fait miroiter que tu pourras avoir une chance d'accéder aux playoffs sans forcément être très bon. Il te suffira de gagner au pire 2 matchs. Et en fait, les Sacramento Kings, ils sont vraiment dans un mauvais entre-deux où d'ailleurs il y a un meme qui me fait très rire en fait sur Twitter qui est justement utilisé par la communauté des Kings en France, où tu as le cycle de la vie d'un fan des Kings. C'est-à-dire que il y croit, il y a des victoires, après il y a des défaites, il y a des trucs qui se passent, il arrête d'y croire, après série de victoires, après série de défaites, et là encore, on pensait que l'équipe allait sombrer après ce qui s'est passé. Il y a des rumeurs sur De'Aaron Fox, et là on voit que là sur le mois de décembre, ils sont quasi positifs, ils sont à 8-7, enfin 7-8, 7 victoires, 8 défaites. Ils arrivent à se maintenir dans la zone entre guillemets play-in. Et tu sens plus que c'est une équipe qui va faire un move pour s'améliorer, pour aller chercher le play-in, plutôt que se déconstruire entre guillemets pour aller un petit peu plus bas
et essayer du coup de retarder le moment où l'équipe sera compétitive, puisque on sait que cette saison, c'est une saison où ils peuvent battre le record du nombre d'apparences, du nombre d'années consécutives où une équipe ne va pas en play-off. Donc c'est vrai que, enfin voilà, t'es dans un entre-deux où t'as l'impression que même dans la fanbase, ils savent pas si ils veulent aller chercher, par exemple, essayer de se renforcer, aller récupérer un joueur, par exemple, du type Ben Simmons pour jouer le play-in, qui n'est pas les playoffs. Hein, attention, le play-in n'est pas les playoffs. Ils vont jouer le play-in ou aller déconstruire l'équipe et, entre guillemets, envoyer les vétérans qui ont une bonne valeur un peu partout pour pouvoir repartir sur des bases un peu plus saines. Madiane, alors, Tom nous a exposé un peu tout. La direction claire des Kings, ça pourrait être quoi selon toi? C'est vrai que j'avoue que quand j'ai bossé le dossier Kings, Tom, je me suis dit, quelle pourrait être cette direction? Alors selon toi, Tom, Madiane, ça serait quoi? Bah en fait j'ai du mal en fait à voir en fait une voie de sortie par l'amélioration de l'équipe sans au moins sacrifier un élément qui est à la base de ce qu'ils sont actuellement. En fait, c'est ça le problème, c'est que le potentiel d'amélioration de l'équipe, je me dis que sans balancer Fox ou Hield, ça me paraît difficile en fait. Sachant que Bagley c'est un projet en fait Bagley est représentatif de ce que sont les Kings. T'es là, tu l'as et tu sais pas quoi en faire parce que tu sais pas si tu sens un potentiel, tu sens un embryon de truc, mais comme tu sais pas où le placer sur ton terrain dans leur scénario, ça tu patines à le développer. Et j'ai l'impression que c'est un symbole de ce qu'est cette équipe, c'est que tu vois du potentiel. Je trouve qu'effectivement ce qu'ils font n'est pas horrible à regarder. Il y a certaines équipes qui sont bien pires cette saison. Ils se redressent effectivement, mais comment est-ce que tu t'améliores pour passer le cap au-dessus, aller taper des équipes, sachant le côté compétitif qui, je pense, va quand même s'améliorer dans cette conférence Ouest dans les prochains mois. C'est-à-dire que même si tu t'améliores, il y a aussi des équipes qui vont se redresser pas mal et on va peut-être, en fonction du timing de l'émission, parler de l'une d'entre elles dans cette fin de podcast. Et du coup, moi je pense que ça ne sert à rien et moi je serais pour dire tant pis. On sacrifie une de ces deux pièces et puis on essaye de s'améliorer au plus long terme parce que j'ai pas l'impression que là, à court terme, ils pourront passer cette espèce de plafond de verre qu'ils ont au-dessus d'eux. Ils ont failli le faire dans des années où il y avait même pas le play-in, mais là, cette saison, ça va être difficile quand même. Même le play-in, c'est pas assuré et même si tu t'améliores et que tu trouves une ou deux pistes d'amélioration, ça va pas non plus passer. J'ai vraiment du mal à voir une solution court terme qui pourrait vraiment sécuriser ça. Et donc pour moi, il faut viser plutôt le long terme et donc repartir sur quelque chose de neuf. Mais c'est se désavouer, donc ils le feront pas. Est-ce que déjà pour eux, Tom, tu parlais de ces années sans connaître les playoffs, est-ce que ne pas déjà être dans la course au play-in, c'est pas déjà une semi-victoire? Alors je sais, c'est mettre la barre très bas, mais en l'occurrence, c'est ce qui, au vu de leur histoire, c'est ce qu'ils ont un peu connu. Je vais citer Tom une deuxième fois. On parlait beaucoup de reconstruction dans notre épisode reconstruction, forcément, et du trauma de la reconstruction. Ils les enchaînent, les traumatismes de ce côté-là, les Kings. Donc, c'est vrai que repartir, ça voudrait dire quoi? Échanger un De'Aaron Fox. Pour moi, la direction pour les premiers mois, peut-être, on vise le play-in. Alors, ça risque d'être difficile parce que l'Ouest est très compétitive, mais moi, en fait, je peux pas imaginer qu'après autant d'années de galère, tu as un bon joueur parce que c'est le franchise player. C'est un franchise player qui a plus de valeur pour toi qu'il n'en a autour de la ligue parce que c'est un meneur et la ligue pullule de meneurs. Il y aurait très peu de demandes. Donc, pour moi, tu peux rester sur ce qui se passe actuellement et dans la deuxième partie de l'année, à l'intersaison, tu peux peut-être essayer de viser quelque chose d'autre, mais le play-in, tu l'as dit, Tom, a été réfléchi pour ces équipes-là, se désavouer, comme l'a dit Madiane, et essayer de partir sur une semi-reconstruction, en tout cas repartir sur un nouveau cycle. Pour moi, c'est pas possible pour eux. Moi, j'ai la sensation qu'ils sont en fait dans la situation dans laquelle était Minnesota l'an dernier. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment dans l'entre-deux. T'as les doutes
tu sais pas où est-ce que tu veux vraiment aller. Tu crois en au moins une pièce voire plusieurs pièces de ton futur, hein, puisque, enfin, là sur la période de décembre, t'as Haliburton, il est excellent. Il a vraiment élevé son niveau de jeu, et puis même Fox qui a un peu perdu du poids, du coup au cours du mois de décembre, il est beaucoup plus explosif. On semble retrouver parfois, alors c'est pas encore le De'Aaron Fox du début de la saison dernière, mais il y a parfois par séquence, on revoit un peu des flashs de ce De'Aaron Fox là, donc il y a des chances que ça puisse aller en s'améliorant, mais en même temps, l'ensemble ne fait pas sens. Et la problématique que j'ai avec les Kings, il y en a 3. La première, ils sont dans la division Pacifique. Aïe. Les 4 autres équipes de la division Pacifique, ce sont les Warriors, les Suns, les Lakers et les Clippers. Donc déjà, pour être meilleur que 5e dans cette division, il faut être bon. Voire très bon. Est-ce qu'ils ont les moyens de ça? Je ne sais pas. La deuxième chose, ça va être le côté miroir déformant qui est la conférence Ouest cette saison. C'est-à-dire que il y a de fortes chances que la conférence Ouest, du moins au milieu, ne soit plus aussi faible qu'elle ne l'est cette année. Parce que blessure de Jamal Murray, blessure de Porter, Pat Kawhi, ouais. Paul George sur courant alternatif, et les Lakers, point d'interrogation. Les Lakers sont l'interrogation. Même les Wolves dont les gens parlent souvent, les Wolves sont négatifs, hein. Il y a beaucoup les Wolves sont encensés, mais les Wolves sont négatifs. Non, mais c'est historique d'avoir des équipes dans le top 8 à l'ouest en négatif. C'est historique. D'habitude, même le 9 et le 10 sont en positif dans cette conférence. Donc du coup, c'est là que tu pourrais te dire en tant que si t'es le front office des Kings, tu pourrais te dire, mais regarde autour de nous, tout s'effondre. Tu vois, regarde autour de nous, tout s'effondre. Il y a peut-être, tu vois, s'il y a une chose à jouer, c'est là. Et puis la troisième chose que je dirais, c'est que je pense que c'est une équipe où il y a quand même la ferveur. On le voit, par exemple, sur le buzzer beater de MeToo. La salle est pleine à craquer. C'est incroyable. Il y a quand même de la ferveur, en fait. Il y a quand même de la ferveur malgré les défaites par rapport par rapport à cette équipe-là. Et je me dis que, contrairement au lieu d'avoir un raisonnement de déconstruction, qui pourrait être forcément le plus logique à faire, hein, même si bon, tu devras te battre avec des Détroit, des OKC, et j'en passe les Pelicans et tout ça. Mais je me dis que c'est une équipe qui, plutôt que viser être très bon, je pense qu'ils ont besoin du step. On est juste moyen plus bon, quoi, tu vois. On est légitime, on est correct. Je pense que voilà, c'est ça. Je pense que c'est une équipe qui, enfin, c'est pas bien ce que je vais dire, mais c'est une équipe qui gagnerait à devenir juste pendant peut-être 2 ans Orlando ou Indiana. Mais ça, c'est une très bonne comparaison parce que ce sont des équipes qui sont un peu montées en horreur par les tenants de on déconstruit ou on joue le titre. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu le no man's land, ces deux équipes-là. Mais c'est vrai que ça pourrait être pour les Kings un bon moyen d'exister. En fait, moi, je me dis, tu t'as parlé des équipes dans cette course à la reconstruction, ils sont en retard. Le train est déjà passé. Il y a des équipes dans leur conférence, en plus, qui ont beaucoup plus d'assets. Si jamais tu venais à échanger De'Aaron Fox, tu n'aurais pas ce que les Rockets ont reçu pour James Harden, ce que le Thunder a reçu pour à peu près 14 000 trades différents. Donc, tu n'auras jamais tout ça. Même les Pelicans. Donc, peut-être que cette solution-là est la bonne. Je mettrai un bémol sur la comparaison avec les Wolves, parce que les Wolves, tu disais, on a quand même 2 talents qui sont supérieurs. Là où les Kings ont une flopée, Haliburton fait encore une fois la propreté incarnée. De'Aaron Fox a un potentiel de All-Star, mais tu n'as pas peut-être ces joueurs enfin, on n'a jamais pensé à ces 2 joueurs-là pour intégrer le DH20. Karl Anthony Towns y est. Donc, y est dans ce fameux groupe des joueurs qui peuvent y prétendre. T'en penses quoi, Madiane, sur ces Kings? Moi, je maintiens, essayer d'être bon. Et au pire, ils ont un roster qui leur permettra de faire des échanges. Les équipes qui ont des ambitions voudront Hield, ils voudront Barnes. Et puis dans 2 ans, la plupart. Haliburton aussi peut-être. Puis la plupart de leurs contrats sont terminés dans 2 ans, donc t'as cette possibilité d'attendre encore 6 mois. Je suis d'accord pour dire que la fenêtre est bouchée, que peut-être que du coup persister dans ce cas-là est pas forcément une mauvaise idée. De toute façon,
là, ils sont dans une situation où j'ai du mal quand même à envisager qu'ils puissent devenir d'un seul coup si mauvais qu'ils iront loin dans les bas-fonds. Et du coup, dans ce cas-là, quitte à pas choper un bon pic, autant essayer d'être cohérent et peut-être que du coup, tu valoriseras un peu mieux tes assets pour rebondir. C'est toujours des fenêtres d'opportunité. Si ça se trouve, effectivement, tu auras un moment où ce sera un peu plus simple parce qu'il y aura des équipes désespérées de récupérer un ou deux bons joueurs et t'en as clairement dans ton effectif. T'as des très bons joueurs de complément. Et du coup, dans ce cas-là, tu t'insères et tu réussis à tirer quelque chose. C'est vrai que là, maintenant, de toute façon, ce que tu vas tirer de ton effectif ne sera pas optimisé. Donc, ça vaut peut-être pas le coup de tout balancer, sachant qu'effectivement, il y a le temps. Parce que finalement, parmi les joueurs de cœur, si je reprends ce que j'avais regardé, il y a que Bagley dont l'extension devra être décidée cette saison et je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais sinon, le reste, c'est encore sous contrat. Donc, t'as encore du temps. Il n'y a pas d'empressement à tout balancer dès maintenant. Tu peux attendre de voir où t'en es à la fin de la saison. Après, ce qui peut être gênant, c'est que les équipes du haut qui ont encore des assets, puisque, enfin, faut pas se leurrer, hein. Après, vu comment la ligue a bougé, les équipes qui sont tout en haut de la ligue aujourd'hui, très peu, il leur reste des assets. Quand tu regardes bien, il y a peut-être que Phoenix, à qui il reste des assets. Ouais. Est-ce que tu considères les jeunes des Warriors comme des assets? Ah oui, c'est vrai, je les avais pas comptés. Donc disons t'as les Warriors, Phoenix, Phoenix et Philadelphie. Par exemple, à qui il reste des assets et qui n'ont pas de multiples tours de draft qui vont aller à d'autres équipes sur plusieurs années. Bon, au final, ce qui va se passer, c'est que ces équipes-là, au bout d'un moment, si elles veulent se renforcer et que toi t'es pas vendeur, elles vont se tourner vers d'autres équipes. Donc plus t'attends, moins les assets que tu risques de récupérer quand tu voudras toi à ton tour reconstruire seront intéressants, quoi. Mais par exemple, aujourd'hui, si tu veux faire un trade avec les Lakers n'ont plus d'assets. Mais tu vois, est-ce qu'on n'est pas justement dans une situation bloquée aussi, où tu l'as dit, la plupart des équipes sont c'est peut-être ça qui pourrait laisser penser aux Kings qu'il faut attendre, parce que tu as tout intérêt à attendre 1 ou 2 ans que la situation se débloque, parce que on sait qu'il y a toujours des nouveaux contenders qui émergent à droite et à gauche et qu'il y aura des mouvements. La ligue va pas être sclérosée pendant 3 ans avec les mêmes équipes au top. Mais effectivement, les Kings, la situation, on va terminer là-dessus. Les Kings au top, les gars, est-ce que ça vise vraiment le play-in? Parce que c'est une question aussi qu'il faut se poser. C'est-à-dire, en tant que front office, oui, ok, je parie sur la continuité et j'essaie d'avoir des objectifs collectifs que je n'ai pas eu depuis beaucoup d'années. Enfin, c'est un peu la Bérésina, mais c'est une équipe qui a le talent pour vraiment viser le play-in ou pas? Pour moi, par rapport aux autres équipes de l'Ouest, non. Moi je trouve que ça pour moi oui, parce que t'as pas tout le monde qui est au rendez-vous en même temps. Disons que c'est la bataille et finalement les Wolves c'est l'équipe la plus comparable aux Kings en termes de niveau de jeu. Je les ai dans le même tiers dans mon esprit. J'ai plus mes prédictions de pré-saison, mais il me semble que je les avais rangées au même endroit. C'est-à-dire c'est fort, mais pas assez pour passer ce plafond de la conférence Ouest. Il y a quand même des équipes qui sont devant eux, qui tournent pas non plus extrêmement bien, mais il faut quand même se dire que derrière t'as les Spurs, derrière eux il y a les Blazers dont il faut parler aussi. Les Blazers sont pas au niveau auquel on les attend. Donc t'as aussi ça, t'as des bonnes surprises. Les Pelicans, puisque les Pelicans ils ont pas Zion. Tu vois. Est-ce que tu prends par exemple quand tu prends le roster des Pelicans au complet et celui des Kings, pour moi il y a pas vraiment photo entre les deux. Hein. Ouais, mais Pelicans ça commence à relever de la théorie. Donc j'attends de voir toujours le retour de Zion parce que honnêtement là ça commence à faire un moment qu'on les voit sous cette forme-là qui n'est pas bonne. On en parlera, mais c'est pas un débat sur la hiérarchie de l'Ouest, mais moi je trouve ça intéressant. Pour moi, Wolves et Kings sont pas dans le même tiers en fait. Moi je mets vraiment les Wolves au-dessus, ils ont plus de talent. En fait, c'est peut-être là où le bas blesse pour
Tu limiterais peut-être avec juste les Spurs, quoi. Les Kings. C'est ça, c'est. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a plus de talent dans les Kings que dans les Spurs, mais que les Spurs jouent bien au basket. Ils sont. Quel est le meilleur joueur des Spurs? Dejounte Murray. Ils sont donc. Cette saison, c'est Dejounte Murray. Ils sont donc. Et par rapport à Fox? Ils sont donc dans ce no man's land. Cette saison, il est meilleur. Si on arrive juste à les classer avec deux équipes et on n'est pas d'accord sur le fait que les deux équipes soient dans le même, ils sont clairement dans le no man's land, en fait. C'est évident. Du coup, les gars, on peut avancer et on peut voir du côté de Madiane pour le troisième vœu. Alors, quel est le troisième vœu de Madiane là, tout de suite? Les bonnes résolutions, Madiane, il connaît pas. C'est-à-dire que direct, on attaque. On sort le AK. Ah si, même si on est le 3 janvier ou le 2 janvier, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. Alors, Madiane, je te laisse commencer. Non, mais moi je souhaite clairement que les équipes qui sont hard tanking, donc je vise notamment Piston, Magic en tête de liste, vraiment largement. C'est les deux pires, mais je peux rajouter les Rockets qui en plus nous offrent un spectacle hors terrain parfois bizarre. Je veux qu'elles soient punies parce que je trouve ça dans cette saison Covid abusé. Genre vraiment, ils ont des net ratings dignes des 76ers de la grande époque. Quand tu dis la grande époque, non, mais vraiment, c'est le process, hein, faut préciser. Oui, la grande époque du tanking, avec vraiment une faiblesse dans la ligue liée au Covid assez énorme. Donc en fait, c'est même pire qu'en fait les 76ers à mes yeux, parce que je pense que là, tu devrais gagner un peu plus. Vraiment. Là, vraiment, il y a des équipes qui alignent les 5. Il y a des mecs on connaît pas. On connaît pas et ils perdent contre eux, mais ils perdent pas un peu, ils se font gifler. Il y a un moment, c'est du foutage de gueule. En fait, c'est vraiment, je sais que si j'étais, c'est ce que j'ai dit à Ben, c'est que j'ai dit, dans un monde virtuel où tu me mets dans un jeu vidéo avec les règles de NBA et ça simule la réalité, je suis le pire general manager parce que je fais tanking ou titre, évidemment. Mais il y a le public, il y a des choses à considérer, il y a un propriétaire, il y a des salles à remplir. Enfin voilà, il y a des choses, d'autres paramètres que le sportif a gérer. Clairement. Mais là, vraiment, on est au-delà de la blague. C'est vraiment scandaleux ce que j'ai vu sur le terrain. Et moi, je pense que si elles sont punies par la loterie, je serais très heureux. Et moi, je pense que c'est peut-être pas assez restrictif parce que moi, je commence de plus en plus à me dire que là, avoir des équipes incohérentes qui vont aller drafter un jeune pour rien en faire la saison suivante, je trouve ça triste en fait. Cadet Cunningham, c'est triste en fait. Parce que tu sais pas en fait. Tu le vois jouer, tu fais bon, ok. Mais ça veut rien dire en fait ce qui se passe sur le terrain. C'est vraiment pas assez significatif et je trouve ça triste parce que même les mecs qui sont super excitants à voir jouer, t'as pas envie. J'ai pas envie d'aller les voir. C'est pas. Je regarde du coup des séquences isolées d'un seul joueur. Parce que le joueur m'intéresse et pas l'équipe. C'est triste d'en arriver là. Et je trouve que c'est abusé. C'est vraiment abusé ce qui se passe cette année. Et autant j'adore le tanking. Je trouve que c'est pertinent parfois dans certaines situations. Autant, il y a un minimum de compétitivité à avoir. Et je pense que là, s'il y a deux équipes qui emboîtent le pas dans les futures saisons, il y aura de nouveau un dossier à rouvrir parce que c'est pas possible certains matchs. J'ai entendu Tom souffler plus d'une fois. Tom. Vas-y. Non, mais en fait, Madiane, toi, dans le tanking, tu voudrais que ce soit comme le camp de la grande époque, c'est-à-dire que tu perds tous les matchs 1-0. Et Tom, il est à fond dans les références Ligue 1, là. On a eu, enfin, plus Ligue 1, du coup. Non. Non, mais au-delà de perdre, en fait, moi, je veux de la cohérence dans le jeu collectif de l'équipe. Et au moins, pas que ça se voit en fait, pas que ça se voit que c'est des actions individuelles menées par des joueurs avec littéralement pas grand chose en place et aucune stabilité. Rien ne t'empêche de signer quand même des joueurs à peu près confirmés. Je demande pas des énormes vétérans, mais à peu près confirmés pour essayer de jouer des trucs. J'avais vu une stat sur les Pistons. Le joueur le plus vieux de leur effectif, il a 2 ans dans l'effectif. Ça n'a pas de sens. Oui, mais c'est une équipe qui vient de commencer à reconstruire aussi, tu vois. C'est une équipe qui s'est battue entre guillemets pour aller en play-off avec Blake Griffin. Blake Griffin a vieilli, Drummond est parti, ils ont changé de projet, ils ont changé tout le front office et là c'est là limite c'est leur 2e année de reconstruction et c'est la première année où ils ont un joueur. Qu'est-ce qui t'empêche d'essayer au moins de bien jouer? Je dis pas, mais mettre des choses en place. Il y a quand même rien. C'est pas Moi, ouf, je trouve que c'est le camp du tanking qui
se mord la queue. C'est-à-dire que quand tu es dans une logique, quand tu es dans une logique de perdre et qu'il y a 5 équipes qui veulent perdre, eh bien, tout de suite, on met les mains dans la boue. C'est-à-dire que on arrête de vouloir perdre de manière cohérente et on perd en livrant du brouillon. C'est pour moi là, c'est le tanking qui a fait le petit cercle et on redémarre au début. C'est-à-dire que tu ne peux pas perdre en étant cohérent. Le Thunder est cohérent, le Thunder ne perd pas parce qu'en fait, il y a des équipes cataclysmiques. Donc en fait, si tu es dans une logique tanking, et là pour moi les tankers, je sais pas si on peut les appeler comme ça. Du coup là, c'est le serpent qui se mord la queue. Et ben en fait, mécaniquement, tu arrives à ce genre de résultat. Mais c'est quand même dramatique, c'est-à-dire, c'est pour ça que moi je commençais à réfléchir sur comment est-ce que tu récompenses ces équipes cohérentes, parce que c'est un problème. C'est-à-dire que ces équipes espèrent quoi? Espèrent passer de bouillie de basket à fort avec un prospect de draft, mais en fait non. Mais après, c'est un peu la logique que tu veux, toi. C'est ça, pour moi, c'est le tanking qui se mord la queue. C'est un problème. Moi, c'est alors, c'est ce que j'ai dit, c'est que, justement, dans la non-réalité, c'est-à-dire si tu me fais jouer un jeu vidéo qui simule la NBA actuelle, c'est évidemment ce que je ferais. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faudrait? C'est justement non pas que ce soit une stratégie efficace pour des gens qui s'en foutent, de se moquer de la gueule du public pendant une saison, mais il faut que la stratégie ne soit pas assez efficace pour ne pas justifier les coûts qu'elle engendre. Là, le problème, c'est que ces équipes-là se disent, le jeu en vaut la chandelle. Je peux faire une série comique sur mon niveau de jeu pendant 2 saisons, et ça pourrait être rentable pour ma franchise dans le futur. Et moi, ce que je dis, c'est que le problème, tu peux pas reprocher aux joueurs de jouer comme ça, et au front office d'utiliser ces leviers. Si ces leviers marchent, c'est les règles du jeu qu'il faut changer. Et pour moi, il faut que ces mécaniques, c'est pour ça que le feu est formulé de telle sorte que je veux qu'elle soit punie à la loterie, parce que j'ose espérer que le système de loterie qui a été quand même revu suffira à les dissuader. C'est-à-dire que, imaginons qu'un D3 tape un top 5 et non pas un top 3, bah, je trouve que c'est assez punitif, finalement, d'avoir eu ça. Je pense pas qu'ils auront cette lecture-là. Tom, je te laisse enchaîner. Ouais, c'est à peu près ce que je te disais. C'est sûr que, enfin, les règles de la loterie, c'est pas entre guillemets. On parle beaucoup des chances de pas avoir le pic. Ce que ça a changé, par exemple, pour moi, hein, c'est que tu peux te retrouver beaucoup plus loin. C'est surtout ce que ça a changé en fait. Donc le fait de pouvoir te retrouver beaucoup plus loin, t'as plus intérêt à être le pire possible pour ne pas descendre trop bas, en vrai. Et si on faisait une grille inversée à partir des équipes qui vont pas au play-in, enfin, il faut trouver une solution. Non, mes deux arguments. Ce qui est bien, c'est que ceux qui nous écoutent depuis 6 ans bientôt connaissent les arguments en avance. Première chose, le cœur de la draft, c'est récompenser les mauvaises équipes pour arriver à un idéal d'égalité. En tout cas, il sera jamais atteint, mais d'équité. Donc, tu ne peux pas, t'es obligé de renforcer le moins bon. Deuxième chose, on ne pourra jamais différencier une défaite volontaire d'une défaite parce que tu es moins talentueux. Et ça sera le problème qu'on aura toujours vis-à-vis du tanking. Tu ne peux pas, quand, les Spurs s'inclinent parce qu'ils sont moins bons et quand Houston s'incline après 25 turnovers, Houston après ils ont eu une période meilleure, donc tapons sur Détroit, tu ne peux pas distinguer ces deux défaites. Donc, moi, je vous avoue, Tom, vas-y, mais moi, j'ai un petit plaisir coupable, un petit Schadenfreude, parce que là, les tankers ils sont les arnaqués par leur propre réalité. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe. Bah, c'est surtout que, en NBA, l'endroit le plus facile où aller, c'est au milieu, en fait. Et c'est pour ça que tout le monde est sur le milieu, parce que c'est plus dur de devenir un contender que de rester au milieu. Et c'est plus dur de faire ce qu'il faut vraiment pour avoir le pire bilan que de rester au milieu. Donc en fait, la NBA, c'est une ligue qui, par sur ses mécanismes, va mettre tout le monde à un certain niveau. Et après, c'est aux différents front office de s'organiser pour soit monter plus haut, soit aller plus bas, quoi. On va continuer, messieurs. Un dernier mot à dire, Madiane. Le pauvre Madiane, je vois le sourire de Madiane qui se dit, oh là là, oui.
Mais en fait, encore une fois, je pense que c'est le Covid qui exacerbe aussi ces aspects-là. C'est-à-dire qu'ils ont rendu des matchs irregardables. Si t'as envie de regarder, en fait, non, tu ne vas pas regarder ces matchs-là. Et je pense que la réalité est moins obscure que ça. Je pense qu'ils auraient pas tenté d'afficher un si mauvais niveau de jeu si en face il n'y avait pas aussi des difficultés à aligner des 5 compétitifs. Néanmoins, ça reste quand même un problème que la course se fasse aussi fort vers le nivellement par le bas. C'est assez triste à constater. C'est ça, on a vu des équipes minées par le Covid et ces équipes c'est quand même paradoxal. Certaines des équipes qui tankent violemment n'ont pas eu de cas de Covid, n'ont pas eu vraiment de cluster de Covid et ce sont les équipes qui ont un peu déçu. On va continuer, les gars, avec un vœu. Alors là, c'est le mien à nouveau. Celui-ci sera extrêmement rapide. Moi, je souhaite pour la nouvelle année que Zion Williamson revienne et en forme. 83 matchs joués, il est dans sa 3e saison, il n'a pas joué cette saison. Et alors, je sais qu'il y a beaucoup de moqueries autour de son poids, etc. Mais ça reste un joueur qui, on l'avait dit, prétend au DH20. C'est un joueur très fort. Moi, je suis désolé, mais je suis égoïste. Je veux voir les meilleurs joueurs jouer au basket. Et j'ai envie de voir Zion dominer comme il a pu le faire, notamment durant sa 2e saison, qui lui avait permis d'aller au All-Star Game. C'est un vœu assez simple, mais j'ai pas envie d'une mauvaise histoire, en fait. Et tout simplement, je veux qu'il revienne et qu'il offre aux Pelicans, parce qu'on sait que c'est une franchise en plus qui a beaucoup souffert sur ce genre de cas, qui permet aux Pelicans d'aller jouer le play-in, voire pourquoi pas rêver de play-off. Très simple, ça va pas être un long débat, mais est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je vais commencer avec toi, Madiane, sur Zion. Non, Zion, moi je l'avais rentré, c'était ma wildcard en 20 parce que je voulais pas rentrer Klay Thompson de manière anticipée. Et clairement, moi je le dis, c'est un joueur incroyable et vraiment très fort. Il faut se rendre compte de ce qu'il a fait en fait déjà en 2e saison. C'est-à-dire que moi quand je l'ai vu jouer l'an dernier, j'étais vraiment en train de me dire, ok, si ça tient ce truc-là, déjà en 2e saison, c'est incroyable. Rien qu'en 2e saison, c'était déjà incroyable. Et je trouve qu'il a un côté un peu inarrêtable parfois, les petits flashs de t'es inarrêtable et tu te dis oh. Et je trouve aussi qu'il va un peu au-delà du potentiel physique et que même dans ses décisions de jeu, c'est un joueur très pertinent. Vraiment, je trouve qu'il y a il y a l'embryon d'un truc incroyable et j'aimerais pas qu'on en soit privé, donc je partage à 100% ton vœu. Tom, le petit mot Zion, le petit souhait Zion, c'est un souhait qu'ont tous les fans NBA, je pense, globalement. Bah oui, puisque on va dire que Zion Williamson, c'est quand même un joueur atypique. C'est un combo, c'est un joueur qui a un combo puissance, agilité et toucher assez incroyable. C'est des joueurs qui sont hyper rares. On en a très peu. Et quand tu as des joueurs qui ont un skill set rare, ça te permet de pouvoir monter des équipes particulières du coup. Et ça, c'est ce qui offre aussi beaucoup de diversité à l'NBA, puisque par rapport à des skill sets sur lesquels tu vas, les skill sets de ton joueur, ton meilleur joueur entre guillemets, vont te permettre de monter des équipes qui ont des styles particuliers, et du coup ça permet de voir différents styles. Et le truc avec Zion, c'est que même si les Pelicans, tu vois, ils sont très mal partis, ils étaient un moment en début de saison à 3-16, je crois, ils étaient à 3-16. Les 20 premiers matchs. Ils étaient à 3-16 les Pelicans, et puis sur les 16 derniers matchs, ils sont à quoi que non, ils ont perdu je crois qu'ils ont perdu hier contre Milwaukee, mais ils sont je crois à 17 sur les 17 derniers matchs, avec un bon Valanciunas, un très bon Brandon Ingram de retour, avec beaucoup plus de playmaking, un meilleur passing game, un bon Josh Hart, un solide Herb Jones que moi perso je connaissais pas du tout, mais qui fait de bons passages. Donc limite, tu vois, c'est une équipe qui, avec le retour de Zion, s'il prend pas trop de temps à revenir, qui pourrait vraiment aller dans la discussion du play-in par rapport à ce que tu vois. Je pense que c'est l'équipe qui, sur le papier, a le plus de potentiel pour aller beaucoup plus haut qu'elle n'est aujourd'hui. Jouer les troubles faits. Avec Portland. C'est vrai. Ouais, je trouve que c'est une anomalie d'avoir les Spurs si haut compte tenu de la qualité de leur effectif. Par exemple. Les Spurs ont gagné bien trop de matchs par rapport à la qualité de ce qu'ils peuvent proposer théoriquement avec leur effectif. Donc on voit qu'il y a de la place, quoi, que ce soit Portland ou les Pelicans en complet, ils ont
ils ont quelque chose à faire au-dessus. On a mentionné Herb Jones, dédicace à Antoine, notre CM fan des Pelicans et nouveau fan de Herb Jones. Maintenant. On va enchaîner avec, on a 2 petits sujets pour terminer, enfin, un bon gros. On va quand même, allez, on va essayer de caler ça et parler des Blazers quand même, parce que Madiane l'a un peu teasé. Avant ça, Madiane, je retourne vers toi. On a tous envie de le voir revenir, en fait. Klay Thompson. On a tous envie de le voir revenir, c'est ça ton souhait? Tout à fait. C'est un vœu pieux parce que si Klay Thompson est à fond, moi je vois un énorme problème qui peut arriver, qui s'appellera les Warriors et qui pourrait nous donner une conférence Ouest extrêmement intéressante avec un duel par exemple face aux Suns que j'attendrais bien, potentiellement des demi-finales ou même si on considère l'état des Lakers, mine de rien, faudra leur passer dessus. Et ça donnera des matchs intéressants. Enfin, je trouve que la conférence Ouest aura un espèce de côté pétard où il n'y a pas d'équipe... Il y aura des confrontations toujours intéressantes. On parle de Utah, qu'est-ce que ça a donné Utah? Je pense qu'on aura des demi-finales de conférence extrêmement intéressantes. Et moi, j'ai envie de voir des Warriors vraiment forts. Et avec Klay Thompson, mine de rien, je me demande déjà comment ils vont se réorganiser. Et s'il est au niveau, est-ce que ça posera des nouvelles questions à la trade deadline? Est-ce que finalement ils n'ont pas une fenêtre qu'on n'avait pas envisagée en pré-saison et qui là semble quand même plus ou moins s'ouvrir pour un ticket en finale? Je me permets, en quelques mots, Madiane, c'est quoi Klay Thompson à fond? Concrètement, par exemple, c'est Klay Thompson tel qu'on l'a laissé en train de coller des parpaings. Non, mais moi je parle de ça. Hein. Moi je parle à fond. En fait, ça me rendrait triste que ce soit pas au minimum une version convenable de Klay Thompson. 75-80%. Donc un mec capable de défendre et qui tire beaucoup. 80. Voilà, en fait, enfin, à 80%, je serais prêt à l'accepter, mais si c'est un Klay Thompson vraiment diminué, ça va vraiment me faire chier parce que je serais vraiment en mode putain, quand même, ils sont maudits, c'est con. Je te rappelle qu'on a quitté Klay Thompson, oui, je sais. meilleur joueur d'une finale NBA. Hein. Oui, ok. Il dominait. Ça, c'est version match. Il n'y avait pas encore. C'était version match. Il n'y avait pas de Covid. Non, mais c'était version match éliminatoire de Klay Thompson. C'est une version très dangereuse du Loustic, mais une version un peu classique, quoi, qu'on a quand les Warriors sont pas dos au mur et qu'il en pose pas sa cape de Superman, parce que la version Thunder ou la version face aux Raptors, c'est une version rare. Non, mais je parle vraiment la cohérence globale de ces playoffs à ce moment-là. Moi, je pense, Tom, je te laisserai enchaîner, c'est le niveau défensif qui va tout déterminer et les qualités athlétiques, c'est-à-dire le reste de qualité athlétique, parce que on a des vidéos, enfin le shoot ça part pas. Le shoot ça restera un sniper, mais c'est vraiment physiquement comment il va pouvoir tenir, quoi. De toute façon, même s'il met pas dedans, les équipes le joueront comme s'il met dedans. Oui. Ça restera Klay Thompson. Même si, c'est ça le truc avec les shooters de cette aura-là, même s'ils ne mettent pas dedans, les équipes adverses vont les défendre comme s'ils mettent dedans parce qu'ils ont peur du volume et du fait que c'est un type de joueur qui prend feu. Vous imaginez que, enfin, Jordan Poole, hein, qui est très bon, hein, pourrait filer sur le banc pour échanger contre Klay Thompson, qui est une autre catégorie de tireur, rien que s'il y a que le tir. Est-ce que tu y crois ça effrayant. Vraiment? Est-ce que c'est un souhait? Alors oui, on est dans le souhait, on est dans le vœu pieux, mais c'est un souhait. J'y crois pas. Je prie tout ce que j'ai pour que ça arrive, parce que ça rendrait tellement les choses intéressantes. Parce que cette équipe de Golden State fait les choses très bien cette saison et nous montre vraiment une très bonne qualité. J'ai un match à finir tout à l'heure. Justement, ça fait partie des équipes qui te donnent envie d'allumer ton League Pass et d'aller les voir. Et justement, s'il y a Klay Thompson, moi je regarde tous les matchs jusqu'à la fin de saison. C'est un spectacle. Donc voilà, mais j'y crois pas. Mais j'aimerais beaucoup. Tom, Klay à 75-80. Au moins le tir. Non, oui, le tir, ça partira pas. Enfin, ça reste Klay Thompson, quoi. Le tir, ça partira pas. Tout simplement, je trouve que, enfin, l'insérer, entre guillemets, dans quelque chose qui marche, je pense que, vu que c'est un joueur qui est plutôt cérébral, Klay Thompson, on le voit, par exemple, comme, même avec le retour, par exemple, de joueurs comme Iguodala, ou même comme Bjelica. Même si, tu vois, ils ont, d'un point de vue niveau de jeu et production, ils ont baissé, mais dans le style de jeu que proposent les Warriors, parce que il faut pas se leurrer, hein, les Warriors, ils ont un style de jeu que seuls eux peuvent proposer.
Oui. C'est-à-dire que même si ils ont, par exemple, Stephen Curry, qui est un joueur qui est vraiment dominant, qui pourrait être vraiment très dominant, balle en main, ils ont un système qui vont lui permettre de temps en temps d'avoir quelques possessions off, où, par exemple, le jeu va être contrôlé par quelqu'un d'autre, ou on va pouvoir le retrouver sur des tirs faciles. Mais même si, tu vois, les Warriors, même si les Warriors sont héliocentrés autour de Steph Curry, mais c'est pas un héliocentrisme classique avec lui qui a la balle en main, qui prend toutes les décisions. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est lui qui va générer, voilà, la gravité, c'est lui qui va générer, entre guillemets, la grande majorité des paniers par sa dangerosité, mais pas uniquement en contrôlant toutes les actions et toutes les possessions. Et du coup, avoir simplement un joueur qui connaît le système, ça va donner un level en plus à ces Warriors qui vont simplement, le truc quand tu retrouves un joueur comme ça, c'est que des joueurs moins bons, ne voit plus le terrain. c'est ça, c'est-à-dire oui. que, et puis ça te permet d'avoir aussi, je pense que c'est le côté sécurité, parce que autoporteur top 15 shooter, il va peut-être se reblesser, hein. Enfin, à des chaque joueurs comme match ça, que voilà. je vois des Warriors, je me dis, oulala, ça tient, mais c'est incroyable, mais oui. Ouais. Voilà, tu vois, enfin, ce sont des joueurs qui, voilà, c'est pour ça aussi qu'il est au minimum cette saison, ce joueur-là. C'est parce que il a pas mal de problèmes de blessures, et du coup ça va pouvoir leur offrir, je pense que c'est pas de la variance, mais comment dire, un petit matelas, c'est-à-dire une marge, voilà. Ça va pouvoir le fait de pouvoir récupérer Klay Thompson, ça va pouvoir leur donner une marge de savoir qui ils sont quand ils sont au complet, qui joue, qui ne joue pas, et qu'est-ce qu'ils vont faire des jeunes à côté. Et surtout que le retour de Klay Thompson va aussi probablement se coupler au retour de Wiseman, qui lui pourrait ne pas faire que du bien. Ah. Madiane, c'était ton sujet, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est les nouvelles organisations de rotation, et effectivement, par exemple, ce qui me paraît évident, c'est que Poole irait sur le banc. Qu'est-ce que donnerait un joueur comme Jordan Poole face au banc NBA, où il pourrait être plus efficace, du coup, il aurait moins de shoot, mais du coup, l'idée, c'est est-ce qu'il peut augmenter son efficacité au tir face à des joueurs moins forts? Ça, c'est des grosses questions qu'on se pose, parce que ça va aussi déterminer s'il a une place dans cette équipe ou pas. Parce que si tu vois que ça ne marche pas, est-ce que c'est pas le moment, alors que sa cote est plutôt bonne, de se dire bon, ok, on peut pas le faire sortir du banc, ça matche pas, donc c'est pas, il faut s'organiser autrement. Ouais, on est déjà dans la ces questions-là qui vont. Ah ouais. Ah oui, moi oui, parce que ça te pose immédiatement des questions, parce que tu deviens très vite dangereux. Si jamais ça match, tu deviens extrêmement vite dangereux. Donc comme Steve Kerr, il me semble, a dit que Klay Thompson ne reviendrait que titulaire, ça pose tout de suite la question de comment ça va s'organiser. Après, si Klay Thompson revient tout de suite titulaire et que, en gros, Jordan Poole prend les minutes de Chris Chioza, moi, ça me va très bien. Hein. Oui. Mais moi, ça me va très bien. Hein. Mais est-ce qu'il arrivera à maintenir une production similaire en ayant moins de tirs, etc. C'est toutes ces questions-là qui vont se poser. Je pense que peut-être que même si Klay Thompson reprend le rôle de titulaire, je pense pas qu'il reprendra le rôle de titulaire avec les minutes de titulaire. Enfin, Alan parle beaucoup de la Keith Bogans, c'est-à-dire que le joueur il commence, il joue, il va jouer les 5-6 minutes, voilà, il joue les 6 premières minutes. Après, c'est au frigo la rotation. Je pense que c'est plus comme ça qu'il va le réintégrer. Et ensuite, une fois qu'il reviendra, je pense qu'il y aura, puisque ce que Jordan Poole a, que Klay Thompson n'a pas, c'est la création balle en main. Et en fait, Jordan Poole, il a plus le rôle de suppléant entre guillemets de Stephen Curry, que de vraiment maître artificier remplaçant de Klay Thompson, tu vois. Le gars qui a le rôle de Klay Thompson, aujourd'hui, c'est plus autoporteur, top shooter. Oui, mais tu vois, par exemple, en termes de volumétrie de tir à 3 points, il est quand même sur des volumes où si c'est Klay Thompson qui les prend et pas lui, c'est une autre affaire. Je trouve qu'il a une volumétrie de tir, notamment derrière l'arceau, qu'il aura pas clairement si on a un Klay Thompson qui revient. Et du coup, moi, je m'interroge sur quelle sera la nouvelle répartition. Est-ce que lui augmentera son efficacité? Comment il s'en sortira du coup face au banc? Et ça peut très bien ne pas marcher. Il y a aussi un potentiel échec autour de ce changement-là de statut dans l'effectif. Je propose nous aussi, on bascule dans l'efficacité avec le dernier sujet. C'est le sujet de Tom. Les Blazers. C'est ça. Tom, vas-y, voilà, j'ai même pas besoin de t'introduire. T'avais mis quand on avait fait nos vœux, il y avait des chiffres et tout. J'ai dit à Madiane, t'as compris ce que veut dire Tom? En gros, ça va pas du côté des Blazers. Vas-y, Tom.
En fait, les Blazers, depuis moi j'aimerais que CJ McCollum puisse revenir pour avoir les vrais Blazers, parce qu'en fait, on se rend compte à quel point un joueur peut être important dans un effectif quand ce joueur n'est pas là. Et en fait, vu que CJ McCollum, c'est un très très bon joueur, c'est un joueur qui pour moi avait à un certain moment le niveau All-Star, mais qui fait pas entre guillemets partie des joueurs du DH20. En fait, on a tendance un peu comme Pascal Siakam à entre guillemets sous-estimer son importance et le dévaloriser dans l'effectif. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a connu Portland comme étant une excellente attaque et une défense pitoyable. Donc il continue avec la défense pitoyable, mais quelque chose qui est intéressant, c'est que depuis la blessure de CJ McCollum, c'est encore la 29e défense. Donc c'est pas même si il arrange pas le problème, c'est pas uniquement lui qui plombe entre guillemets le système défensif des Blazers, mais c'est surtout la 28e attaque de la NBA avec 105.8 d'offensive rating, alors que la moyenne de la ligue est à 112. Et simplement pour donner une idée à titre comparatif, pour montrer le creux, ils sont 28e attaque. Le 26e, c'est Orlando, équipe dont Madiane a parlé juste avant. On en a parlé tout à l'heure. Orlando, qui a 108 d'offensive rating, porté par Bo Franz Wagner. Mais quand même, on parle d'une équipe qui a quand même Damian Lillard. Oui. Et c'est pour compléter les chiffres, au mois de décembre, c'est l'équipe avec le pire rating de la NBA. Net rating de la NBA. C'est interdit ça cette année. Cette année c'est interdit. Et en fait ils sont en dessous encore des 76ers de la grande époque. Pour vous donner le niveau de jeu qu'ils ont affiché sur un mois. Alors ok, il y a les blessures etc, mais c'est pas une chute, c'est stratosphérique comment ils se sont effondrés sur le mois de décembre. C'est très inquiétant. J'avoue n'avoir pas fait attention avant que Tom l'évoque justement en préparant l'émission. C'est extrêmement étrange parce qu'on avait la sensation qu'on voulait écrire un nouveau chapitre du côté des Blazers, mais en fait, on n'a pas fini l'histoire et ça part en bouillie. Enfin, là, le GM n'est plus là, mais l'embauche de Billups, c'est compliqué. Enfin, ça sent la fin de cycle en fait. Ça sent vraiment la fin de cycle et ça sent aussi, on a les résultats d'années de mauvaise construction, mais sur le jeu des deux aussi, Tom, je pense que c'est un truc dont on parle depuis très longtemps avec le podcast. C'est aussi cette dépendance totale à la création et au rendement offensif de deux joueurs. Le jour où il t'en manque un, ou le jour où il t'en manque un et le deuxième est peut-être plus dans son éclat, parce que Lillard c'est un top 11 des H20, c'est-à-dire qu'on est sur un très haut niveau de compétences, tu descends très vite. Et quand t'as aucune assise défensive, ça devient encore pire. C'est triste. Pourtant, ils ont des joueurs plutôt intéressants entre guillemets au relais de McCollum, c'est-à-dire que tu vois les Norman Powell, les Anfernee Simons, t'as cette saison t'as Nasir Little qui se montre un peu, mais voilà, des joueurs comme Robert Covington sont un peu décevants, Linen c'est aussi un peu décevant. Enfin, les joueurs qu'ils ont amenés pour apporter de la défense, tu vois, ils ont essayé d'équilibrer une équipe qui fonctionnait bien sur un déséquilibre. Le problème, c'est qu'en essayant d'équilibrer, ils ont totalement déséquilibré l'équilibre de l'équipe. Puis beaucoup de joueurs de fin de chaîne aussi. On parle souvent de ces aspects-là. Ouais. C'est des joueurs qui, une fois qu'il n'y a plus le talent offensif à côté d'eux, moi, on est plus triste. On est plus triste sur les Blazers que sur les Kings, les gars. J'ai l'impression. Ouais. Non, mais en fait, est-ce que c'est pas justement peut-être une occasion pas si mauvaise de faire des choses intéressantes? Parce que on a toujours dit, on avait toujours l'impression qu'il y avait ce plafond qu'ils le passeront pas. Et là, c'est en train de partir en eau de boudin. Mais en fait, cette eau de boudin n'est peut-être pas si horrible pour eux parce qu'en fait, ils garderaient un effectif pas si mal. Parce que théoriquement, l'effectif est pas non plus pourri. C'est même dingue en fait que avec si peu de choses qui aillent mal, que leur niveau se soit autant affaissé. Moi, je m'étais pas rendu compte de l'étendue du problème. Je voyais qu'ils perdaient. Mais j'avais pas vu que c'était à ce point qu'ils perdaient. Ouais, offensivement, ils sont désastreux. Voilà, c'est vraiment terrible. Et moi, je me dis, voilà, ton pic, il allait partir aux Bulls. S'il est top 14, il part pas aux Bulls. Et si c'est un pic plutôt intéressant, ça en fait une valeur parce que le ticket de loterie n'a jamais autant de valeur que le jour de la draft.
De toute façon, Lillard n'a toujours pas affiché d'envie de partir. Donc tu vas pas le trader parce que sinon t'as les torches et tous les fans qui vont assiéger ta salle. Donc de toute façon, autant se dire que cette saison n'est pas forcément ta saison, mais que en chopant un pic intéressant, t'as peut-être moyen de trouver des échanges plutôt pertinents cet été pour insuffler quelque chose de nouveau à cette équipe. Moi je pense que c'est peut-être par là qu'il faut se diriger, parce que de toute façon là ils ont creusé un trou qui va être difficile à résorber. En s'arrachant, tu peux peut-être faire le play-in, mais il va falloir s'arracher. Quand est-ce qu'il revient CJ McCollum, ça a l'air compliqué. Est-ce que c'est pas un peu pauvre aussi, Madiane? Parce que je pense que si on veut tenter une relance, pour rejouer les premiers rôles. Enfin, on l'a dit, il y a peut-être pas de gros soucis dans cette équipe, mais il y a une constellation de petits problèmes. Oui, mais tant qu'en fait que Lillard, pour moi, en fait, Lillard te donne un niveau de base qui, alors ok, il est pas dans sa saison, etc., mais théoriquement, on va reparler de la théorie. Après, si ça se trouve, on le retrouvera pas dans le niveau théorique que je vais affirmer, mais théoriquement, Lillard te donne un niveau de base qui est trop haut. Lillard ne veut pas partir. Bon, ben, il faut essayer d'arranger les choses pour que ce soit intéressant, que tu fasses les playoffs, que tu arrives à faire des coups. Ils ont fait des coups, ils ont réussi à faire des coups dans des playoffs. Et peut-être que l'an dernier, ils en ont loupé un, parce que quand même, Lillard fait une série stratosphérique et ils sortent quand même. Voilà, moi je pense que de toute façon, tant que tu es dans cette configuration-là, c'est une configuration de coups, et peut-être que cette saison c'est un coup, c'est-à-dire que ton effectif est bon, mais tu pourrais choper un pic intéressant qui aura une forte valeur d'échange le jour de la draft et t'échanges un truc pour choper un meilleur joueur. Moi, je pense que c'est le scénario. Si je dois imaginer, me mettre dans les bottes du front office, c'est ce que je ferais. Après, peut-être que j'ai tort, mais je pense que tant que t'as cette situation verrouillée avec Lillard, ce sera comme ça. Évidemment que si Lillard dit que tu veux partir, moi j'appelle directement Philadelphie et je pense qu'il y a des énormes choses qui peuvent s'arranger. Mais en attendant, t'es bloqué là. Tom, c'est ton sujet. Le mot de la fin alors sur ces. Parce que quand on parle de direction en ce moment, notamment quand on a parlé des Kings, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se rappeler que à l'intersaison, Neil Olshey, qui n'est plus général manager de cette équipe, avait déclaré que c'était le meilleur roster que Portland a eu sous son aire. C'est comme. C'est quand même. Il a peut-être pas tort en plus. Hein. Ah, effectif est bon. Hein. Oui, mais le truc c'est, voilà, on va arriver à une. Encore une fois, bon là, je vais peut-être parler. Ça va pas faire rêver ce que je vais dire, mais on est dans une situation où tu as aujourd'hui une équipe qui est mauvaise, qui est au-dessus de la luxury tax, et une équipe où tu ne peux pas, entre guillemets, transférer les joueurs à, entre guillemets, les joueurs qui auraient de la valeur, parce que tu peux, enfin, aujourd'hui, les joueurs que tu peux potentiellement transférer pour passer au-dessous de la luxury tax, ça va être Robert Covington, Larry Nance ou Nurkic. Parce que Nurkic est en fin de contrat, Anthony Simons est en fin de contrat, et t'es déjà au-dessus de la luxury tax et tu pourras peut-être pas re-signer ces joueurs-là si leur propriétaire décide de ne pas payer pour une équipe moyenne ou une équipe qui vise juste le play-in. Nurkic demandait aux fans des Blazers. Après, Nurkic, je trouve que les gens sont durs avec lui dans le sens où c'est lui qui doit nettoyer tout ce qui se passe après et que je pense qu'il a pas. C'est pas Rudy Gobert. Voilà, c'est pas Rudy, je pense que c'est pas un mauvais, pour moi c'est un défenseur moyen, mais c'est pas Rudy Gobert. Le truc c'est que le mec, voilà. Mais voilà, il y a que le Jazz qui peut faire ça quasiment. Je vois personne qui peut faire un truc aussi orienté offensivement sans souffrir défensivement. Il y a que le Jazz qui arrive. C'est impressionnant. Du coup, tu vois, ces gars-là, qu'est-ce que tu peux obtenir pour... Qui va t'appeler pour Nurkic? Peut-être Charlotte? Parce qu'ils en ont marre de jouer avec Mason Plumlee. Ouais, mais c'est vrai. Enfin, tu vois? Enfin, mais là encore, on est à la marge. Ça fait rien pour toi, ça, en fait, si t'es Portland. Ça fait parce absolument rien pour là, toi. Il leur faut, si on parle clairement, si tu veux à nouveau faire des choses, si par exemple tu te sépares d'un CJ, même si ça serait un move d'ampleur, il faut que tu récupères un mec top 30 en fait, à la place de CJ.
Il y a personne sur le marché. Non, il y a personne. Hein. Il y a personne sur le marché. De toute façon, Philadelphie n'en veut pas. C'était quelque chose qui a été évoqué et on croit comprendre que Philadelphie n'en veut pas, sinon ça serait déjà fait. Bon bah voilà, le cas est clos. Hein. Donc Boston, moi j'y crois pas. Non. Les Pistons, moi j'y crois pas. Ça va vraiment dépendre en fait de deux choses en fait. Le GM n'a pas les mains libres. Ça va dépendre de est-ce que Lillard il dit un truc ou pas. Si Lillard il dit moi je reste jusqu'à la mort, bah tu peux pas l'envoyer valser. Du coup ta seule voie c'est via CJ. La question ça va être qu'est-ce qu'il veut faire le propriétaire. C'est une question de Lillard ou le propriétaire. Arrêtez de dépenser de l'argent pour une équipe qui. Bah mais en fait si lui il dit j'en ai marre et je m'en fous, ok. Madame. Tout à fait. Oui mais enfin. Mais non, mais enfin, c'est ça aussi le truc avec la propriétaire actuelle, puisque Jody Allen, puisque Monsieur Paul Allen n'est plus de ce monde, qui a repris les rênes de la franchise, elle semble pas très intéressée par la gestion des affaires basket. Je pense que c'est plus quelqu'un qui attend que que la franchise lui rapporte de l'argent. Et aujourd'hui, je pense que Portland n'est pas alors oui, Portland rapporte de l'argent, puisque enfin. Les franchises, quand tu prends l'évaluation entre guillemets des franchises NBA, c'est une équipe qui gagne de l'argent. Mais par rapport à je pense pas que c'est quelqu'un qui est prêt à aller dans la luxury tax comme l'aurait fait Paul Allen à un certain moment. Oui. Pour Meyers Leonard, Evan Turner. Et comme dit la luxury tax, si t'as une valeur sportive suffisante, ça peut se justifier sur un court moment, mais enfin, il faut pas se mentir, surtout en période Covid, ça va pas tenir très très longtemps le fait d'avoir la luxury tax à ce niveau-là pour Portland. En fait, j'ai l'impression qu'ils se retrouvent dans ce qu'avaient eu les Warriors l'an dernier, une équipe pas bonne mais qui paye la luxury tax. Mais par contre, je pense qu'ils sont à un ou deux trucs de repartir vers une équipe de play-off. Sans avoir le réservoir qu'ont les Warriors. Alors, là où je mettrais un petit bémol, il y a beaucoup d'équipes à l'Ouest qui sont en stand-by quand même. Il y a beaucoup d'équipes à l'Ouest qui sont en stand-by. Les Clippers, Denver, et enfin le moment où Portland, cette époque où Portland pouvait légitimement penser à un avantage du terrain à l'Ouest, j'ai très peur qu'il soit révolu ce temps-là. Mais quels que soient les moves qui sont faits, etc., il y a vraiment des équipes qui traversent une année difficile et vont revenir. Et je pense pas que Portland ait cette marge-là comparée à d'autres. La nouvelle année. Bonne année encore et on a été très long. Mais en tout cas. Et on a été très dépressif alors que c'est la nouvelle année. Mais on est trop dépressif en ce moment. C'est Elias qu'on salue qui nous avait dit il nous faut des sujets qui donnent la patate positif et c'est vrai qu'on est on est parfois un peu dans la pas dépression mais un peu dans le négatif. Bon, alors on garde. Et si notre résolution sera de parler de bonnes choses pour le début Après, d'année. si on parle de bonnes choses, on va nous reprocher, vous parlez tout le temps des Warriors, vous parlez tout le temps des Bucks. C'est ça le problème. Tu vois, si tu parles des bonnes choses, tu reviens souvent vers les mêmes. En tout cas, on espère que vous avez apprécié cet épisode. On vous rappelle de nous suivre sur Apple Podcast, Spotify, Apple Podcast, les 5 étoiles, Spotify, les 5 étoiles, les deux maintenant séparés et un petit commentaire sur Apple Podcast, ça fait toujours très plaisir. Sur YouTube également et puis sur Twitter pour voir le boulot de nos CM Antoine et puis Gabin. L'homme qui m'a volé Trae Young dans la draft de DH. Ça, c'est pas oublié, Gabin. En tout cas, on vous souhaite une bonne semaine et puis à plus. Salut. Tchuss. Salut.